Je donne immédiatement la parole à Monsieur André Tricot, professeur de psychologie à l'ESP Midi-Pyrénées. Vous me dites, Monsieur Tricot, si je dis des âneries, qui est, parce que je peux en dire, hein, qui est spécialiste, entre autres, hein, du jeu et des apprentissages. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je vais vous faire une présentation sur le jeu et l'apprentissage, qui est un peu une réflexion, un état des connaissances actuelles sur cette question. Et donc, je vais prendre un plan qui correspond à une présentation que j'avais faite devant les IEN maternelles à l'ESEN l'an dernier, me semble-t-il, et que je vais essayer de modifier un petit peu, et notamment pour correspondre à la présentation qui a été faite par Madame Lelouch juste avant. Donc, l'idée, c'est de vous parler des apprentissages et évoquer rapidement, parce que vous les connaissez bien mieux que moi, les spécificités de l'école maternelle, pour ensuite essayer de regarder qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la place du jeu dans les apprentissages. Et je ne ferai pas de conclusion, vous la ferez vous-même. Non, mais en plus, c'est vrai, sur les apprentissages, je crois qu'il y a un genre de consensus à l'heure actuelle pour dire que la capacité d'apprentissage, c'est rien d'autre que la capacité d'adaptation des individus à leur environnement et au changement de cet environnement au cours de leur vie. Et une autre façon de définir l'apprentissage, c'est dire qu'on apprend quelque chose quand on est capable de réutiliser des traces de notre passé aujourd'hui pour comprendre le monde, pour agir sur le monde. Et peut-être qu'une des choses assez remarquables sur les apprentissages, c'est que nous, les humains, nous sommes capables d'apprendre dans un nombre de registres absolument ahurissants. On est capable d'apprendre dans le domaine des émotions, dans le domaine des sensations, dans le domaine des savoir-faire, des gestes techniques, etc. La palette sur laquelle on est capable d'apprendre est proprement impressionnante. Ce sur quoi on est d'accord aujourd'hui, c'est aussi sur le fait que les humains ont cette capacité assez remarquable que nous partageons avec beaucoup d'animaux, d'apprendre de façon implicite. Nous sommes capables d'apprendre des choses sans nous rendre compte que nous les apprenons. Et donc, on peut, par exemple, nous interroger sur quelque chose, nous demander de faire quelque chose, et au moment où on le fait, on découvre qu'on sait le faire, alors qu'on n'avait aucune idée qu'on savait faire ça. Par exemple, les enfants de 5 ans ou de 6 ans savent prononcer des énoncés avec un sujet, un verbe, un complément, en n'ayant aucune idée du fait qu'ils prononcent un énoncé, du fait que dans cet énoncé, il y a un sujet, un verbe et un complément. Cette capacité des apprentissages implicites est parfaitement impressionnante. Et les spécialistes de l'apprentissage aujourd'hui disent que sans doute que ces apprentissages implicites, ces apprentissages inconscients, c'est la partie cachée de l'iceberg. Ça représente sans doute 80-90% de nos apprentissages. Et puis les apprentissages explicites, c'est juste la partie qui est au-dessus, la partie dont nous sommes conscients, mais qui n'est qu'une partie modeste de nos apprentissages. On a découvert depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, que ces apprentissages-là, les apprentissages implicites, ils étaient possibles avant même l'action. Avant même d'être acteurs dans notre environnement, nous sommes capables d'apprendre. Par exemple, des enfants de 6 mois, 7 mois, il y a même des expériences qui sont faites avec des enfants de 5 mois qui montrent que dans des langues à accent tonique de mots réguliers, comme l'italien ou l'espagnol, les enfants repèrent très précocement les régularités de placement de l'accent tonique, alors qu'à 5-6 mois, ils sont donc à plus d'1 an du début de l'entrée dans le langage comme producteur de langage. Donc bien avant d'apprendre, une expérience typique,
on met des enfants, des bébés de donc 5, 6 ou 7 mois dans un transat, on les filme, on enregistre des indicateurs tonus musculaire par exemple, fixation des yeux, on leur prononce des mots de leur langue qui ne font pas partie de leur environnement familier, des mots dont on est sûr qu'ils les rencontrent pour la première fois de leur vie. Par exemple, on a mangé ensemble à midi des mots qu'on utilise en sciences physiques, des mots savants de la langue, l'espagnol par exemple, l'italien, mais on est sûr qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Et de temps en temps, dans la liste de mots, on met un mot au sein duquel l'accent tonique n'est pas au bon endroit. Il est par exemple sur la deuxième syllabe au lieu d'être sur la troisième syllabe, ce que normalement il devrait être. Les enfants, on leur présente ces listes de mots, des mots qui ne font pas partie de leur environnement, qui n'ont pas de sens pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embêtent. Donc vous voyez, le tonus musculaire qui relâche, les yeux qui commencent à partir. Et dès qu'apparaît un mot, alors qu'on est bien d'accord, on est dans une liste de mots qu'ils n'ont jamais rencontrés, dès qu'apparaît un mot avec l'accent tonique au mauvais endroit, vous voyez les gosses qui font ça. Et vous avez une reprise de la fixation oculaire. Donc ils sont sensibles à des régularités dans l'organisation phonologique des mots de leur langue, bien avant de prononcer des mots de leur langue. On est d'accord là-dessus. Après, bien entendu, dès qu'ils rentrent en mode actif, les apprentissages redémarrent de façon encore plus efficace, encore plus rapide. Ces apprentissages-là sont systématiques, ils sont non coûteux, ils sont non volontaires. En gros, on n'a pas besoin d'avoir envie d'apprendre, on n'a pas besoin de faire effort pour apprendre, etc. On s'apprend en s'adaptant à son environnement. Le gros problème de ces apprentissages-là, c'est qu'ils sont adaptatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut apprendre que des choses qui font partie de notre environnement quotidien. Et ça, c'est une limite énorme de ces apprentissages-là. Et on en discutera tout à l'heure. Peut-être qu'une des façons de définir la principale mission de l'école, c'est de dire que l'école est là pour combler les lacunes des apprentissages adaptatifs. C'est parce que s'adapter à son environnement, ça ne suffit pas pour faire de moi un futur adulte de cette société. C'est bien parce que j'ai besoin d'apprendre plus que tout ça que j'ai besoin d'aller à l'école. Voilà un petit peu le consensus actuel sur les apprentissages. Les apprentissages implicites qui fonctionnent super bien, qui n'ont pas besoin d'efforts, mais qui ne permettent que de m'adapter à mon environnement immédiat. Et les apprentissages scolaires qui font le reste. Après, il y a une autre chose, je crois, sur laquelle on est d'accord, c'est que si on parle d'apprentissage et de l'apprentissage de connaissances, on parle sans doute avec des termes un peu trop génériques pour être vraiment opérationnel quand on se pose la question de l'enseignement et de qu'est-ce qu'on fait avec des élèves. Là, on s'est amusé avec des collègues à rentrer les connaissances que les humains peuvent apprendre sur deux axes. On a mis sur la partie droite les connaissances pour l'action, on apprend à faire quelque chose, et sur la gauche, on a mis les connaissances pour comprendre le monde, pour donner du sens, pour interpréter. En haut, on a mis les connaissances générales, c'est-à-dire une connaissance, une fois que je la maîtrise, je peux l'utiliser dans tout un tas de contextes différents. Et en bas, on a mis les connaissances particulières. Vous savez, ces connaissances qui nous désespèrent, où des fois vous dites, oh, tiens, l'élève, il a appris ça, mais il sait le faire que pour faire cette tâche. Et dès qu'on lui demande de faire quelque chose d'autre avec cette connaissance, vous voyez les connaissances spécifiques, hein, celles qui nous permettent de faire que ce qu'on a appris à faire avec. Ensuite, bien entendu, il faut distinguer les connaissances spécifiques, en gros ce qu'on comprend de la trace littérale, ce qu'on apprend par cœur. Et en bas à droite, il faut distinguer ce qu'on sait faire de façon contrôlée, de façon réfléchie, des automatismes, hein, ceux qui sortent tout seuls. D'accord ? Mettons la lecture au CP, chez beaucoup d'élèves, c'est un savoir-faire. Hein, ils savent le faire quand ils font attention, quand ils sont concentrés dessus, etc. Et petit à petit, la lecture devient un automatisme. Et chez beaucoup d'élèves de CE2, ou en tout cas de CM1,
la reconnaissance du mot écrit est automatisée. Ça va la différence entre je sais faire quelque chose en réfléchissant et je fais faire quelque chose sans réfléchir. Ça correspond à des processus d'apprentissage que j'ai représentés ici. Conceptualiser, comprendre, mémoriser, acquérir des savoir-faire, ça procéduraliser ou automatiser. Et quand vous avez parlé des différents types d'apprentissage à la maternelle, ce que vous avez dit était exactement cohérent avec ça. Non, mais il y a une telle proximité que je me demande même s'il n'y a pas eu des moments où une interaction. Et que finalement, ça je crois que c'est une avancée, c'est de dire, finalement, quand on se pose la question de comment favoriser les apprentissages des élèves, il vaut mieux descendre à ce niveau. Vous voyez, c'est parler de comment on favorise l'automatisation, c'est pas pareil que comment on favorise la compréhension. Acquérir un savoir-faire et apprendre quelque chose par cœur, c'est pas pareil. Et on a tout intérêt à descendre à ce niveau pour dire, voilà, quand j'essaye de favoriser les apprentissages, de quel apprentissage je parle? L'intérêt peut-être de cette chose-là aussi, c'est de dire, finalement, il y a certaines progressions, certaines séquences dans l'apprentissage où j'ai tout intérêt à partir de la droite et on fait d'abord et on comprend ensuite, et d'autres séquences où il vaut mieux comprendre d'abord et faire ensuite. Il y a des séquences où il vaut mieux étudier des cas, des exemples et ensuite monter en généralité. Il y a d'autres progressions dans lesquelles il vaut mieux commencer par le haut et descendre ensuite. Donc cette petite carte que je vous présente est aussi une carte sur laquelle vous pouvez repérer des stratégies d'enseignement. Et en gros, toutes les modes pédagogiques possibles et imaginables sont juste un cheminement différent sur cette carte des apprentissages. Ah, et j'ai oublié la plus importante, toujours pareil, on oublie toujours le plus important. Il y a le dernier apprentissage, c'est la prise de conscience. Tout à l'heure, former un énoncé, c'est prendre conscience. Avant, je savais faire, mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Maintenant, je sais faire en comprenant ce que je fais. Ce qui, dans le domaine du langage, est absolument fondamental comme apprentissage. Donc, je crois qu'on est aussi d'accord sur le fait que les connaissances dont j'ai parlé tout à l'heure, celles qui sont possibles d'apprendre de façon implicite, ce ne sont pas toutes les connaissances et qu'il y a certaines connaissances, notamment des connaissances apparues récemment au cours de l'évolution, pour lesquelles les apprentissages implicites ne fonctionnent pas. C'est une hypothèse assez raisonnable qui est défendue depuis une dizaine d'années, qui est que finalement, les connaissances pour lesquelles on a le plus d'efforts à faire, ce sont les connaissances apparues les plus récemment dans l'évolution de notre espèce. Apprendre à parler, ça ne me demande pas énormément d'efforts. Apprendre à écrire, ça me demande beaucoup plus d'efforts. Tout simplement parce que apprendre à parler, il est raisonnable de penser que notre cerveau a évolué pour qu'un simple mécanisme d'adaptation à mon environnement linguistique permette de m'apprendre. L'apprentissage de la lecture, c'est quand même un truc qui appelle un peu plus de 4000 ans, et encore je suis généreux. Notre cerveau, il n'a pas eu le temps d'évoluer en 4000 ans pour qu'un simple mécanisme adaptatif permette d'apprendre à lire. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseignants, c'est parce qu'il y a des apprentissages qui ne se réalisent pas de façon adaptative. Et que finalement, dans nos sociétés, on a besoin d'énormément de connaissances qui sont apparues très récemment dans l'espèce humaine, et sans doute même que c'est de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, c'est un truc, c'est un système inflationniste. C'est à cause de vous, chaque fois que vous enseignez bien, on va avoir des enfants qui vont être bien formés, qui vont devenir des artistes, des écrivains, des ingénieurs et des innovateurs, qui vont faire qu'à la génération d'après, il va y avoir encore plus de connaissances, et donc on va avoir besoin d'encore plus d'enseignants, en tout cas de scolarité de plus en plus longue, parce que le décalage
entre les connaissances primaires qu'on apprend par le simple fait de grandir et les connaissances secondaires, celles pour lesquelles on a besoin d'enseignants et dont on a besoin pour vivre, pour devenir un adulte dans notre société. C'est très simple, je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Hein, dans la génération de mes parents, arrêter l'école en 5e vous permettait de devenir un adulte avec un métier, avec des revenus, avec une vie sociale et familiale à peu près ordinaire. Aujourd'hui, arrêter l'école avec un niveau scolaire de 5e, c'est extrêmement pénalisant. Ça devient très très difficile avec ce niveau scolaire-là de trouver une place dans la société. Ça va, ce registre inflationniste? C'est de votre faute tout ça, on est d'accord. Hein, Si vous étiez le mauvais enseignant, on n'aurait pas ce problème à gérer. Donc voilà un tableau des connaissances primaires. Donc voilà en gros toutes les connaissances qu'on peut apprendre de façon adaptative ou de façon naïve, c'est une autre façon de le dire. Et puis tout le reste, ben, on ne peut pas l'apprendre de cette façon-là. Donc l'école, eh ben, elle est là, comme je le disais tout à l'heure, pour combler les lacunes de ces apprentissages adaptatifs. En gros, une autre façon de dire exactement la même chose, c'est que l'école, ça me permet d'apprendre ce que mes parents ne savent pas. Et à chaque génération, le décalage va devenir de plus en plus grand. Si tout ce dont j'avais besoin, mes parents pouvaient me le transmettre, on peut imaginer, vous savez que certaines sociétés fonctionnent comme ça, on peut imaginer une société sans école. Et puis quand c'est plus possible, ben, la société, à un moment de son histoire, invente des écoles, parce que ça n'est plus possible de vivre en sachant juste ce que savent les parents. Donc, on est bien dans de sales draps. Les spécificités de l'école maternelle, ça vient d'être dit, une école qui s'adapte aux enfants. Et donc, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. On nous dit dans les programmes que l'école maternelle est une école qui s'adapte aux enfants. On n'est pas en train de nous dire c'est une école où uniquement l'enfant doit s'adapter à l'école. D'accord? Donc vous retenez cette dynamique adaptative parce qu'on va en avoir besoin ensuite. On nous dit aussi qu'elle organise des modalités spécifiques d'apprentissage, notamment l'apprentissage par le jeu. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, comme par hasard, le jeu, ça fait partie des activités qu'utilisent à peu près tous les mammifères sociaux pour apprendre des connaissances primaires. C'est tous les mammifères sociaux, au cours de leur enfance et dans la période qui sépare l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte, vous les regardez faire, à longueur de journée, ils jouent. Et à ce titre, nous, les êtres humains, nous sommes des mammifères sociaux qui, au cours de l'enfance, passent leur temps à jouer. Première activité. Deuxième activité, interagir avec leur père. Troisième activité, explorer leur environnement. Et ces activités-là, qui sont les trois activités qui soutiennent les apprentissages primaires, c'est-à-dire qui permettent d'apprendre en dehors de l'école. Il y a même des hypothèses qui, actuellement, les évolutionnistes disent c'est pas possible que toutes ces espèces-là, tous ces mammifères sociaux, qui certains, sur Tree of Life, ils sont très très loin, hein, les uns des autres. C'est pas possible que ces mammifères sociaux-là passent tous tellement de temps, quand ils sont enfants, à s'engager dans ces trois activités, et on le retrouve chez tous les mammifères. L'hypothèse, on dit, mais ces trois activités, peut-être qu'on a évolué pour qu'elles nous soient tellement plaisantes, tellement motivantes, tellement engageantes,
parce que c'est elles qui nous permettent de réaliser des apprentissages. En gros, nous aurions évolué pour nous régaler à jouer, nous régaler à interagir avec nos pairs, nous régaler à explorer notre environnement pendant notre enfance. Vous savez qu'en grandissant, certains d'entre nous perdent le goût du jeu, perdent le goût des interactions sociales ou perdent le goût de l'exploration. Parce qu'on en a sans doute moins besoin quand on est adulte. Voire même, avec nos propres enfants, il y a certaines activités, par exemple l'exploration, des fois ça nous fait un peu peur, en disant tu voudrais bien te calmer là, de ton comportement exploratoire, de l'environnement. Voilà. D'autres, à l'adolescence, bon, mais pourquoi tu as passé la journée à parler avec tes copains? Pourquoi le soir, en rentrant à la maison, il faut encore que tu leur parles au téléphone? Et puis quand je charge le téléphone, je sais très bien que c'est sur Twitter, etc. Ça nous énerve des fois avec les adolescents. On dirait qu'ils ont besoin d'interagir avec leur père 28 heures par jour. Et ça nous gonfle parce que nous, ce besoin-là, il a légèrement baissé. Pas chez tout le monde pareil, mais Et ensuite, dans les programmes, on nous dit bien qu'une des fonctions, elle est bien d'apprendre à interagir à l'intérieur d'un groupe. Et ça a été fort bien rappelé juste avant. Par rapport à ça, les recherches spécifiques sur les apprentissages à la maternelle, vous le savez, je crois que c'est l'an dernier, le SNUIPP a lancé une pétition et beaucoup d'autres en disant mais c'est quand même tragique le manque de recherche sur la maternelle et sur les apprentissages à la maternelle. Quand on fait des revues de la littérature sur les apprentissages à la maternelle, on a envie de se flinguer. C'est pas possible qu'il y ait aussi peu de recherche sur la maternelle. Et si je vous parle des recherches sur les apprentissages à la maternelle, vous voyez, je suis obligé d'aller à l'étranger rechercher des recherches dans des pays dans lesquels l'école maternelle n'est absolument pas comparable à la nôtre, voire dans des pays qui viennent en France pour essayer de comprendre comment ça marche l'école maternelle et comment ils pourraient faire pareil chez eux. Mais on a des résultats. Ou alors, on trouve des recherches en France, notamment les recherches d'Agnès, qui sont formidables, mais qui sont des recherches qui datent un petit peu et qui n'ont pas leur équivalent aujourd'hui. Le travail extraordinaire qu'elle a fait il y a 20 ans, il y a 25 ans, n'a quasiment plus d'équivalent aujourd'hui. Pareil, les recherches de Marie Durubella sur les effets à long terme de la scolarisation à la maternelle sont des recherches qui datent d'il y a 25 ans, pour la plupart d'entre elles. Aujourd'hui, on peine à trouver des recherches, sauf celle de Pascal Garnier, me semble-t-il, qui est celle qui va le plus loin dans les recherches actuelles. Et puis peut-être des recherches qui sont assez peu nombreuses, mais qui sont, je trouve, drôlement intéressantes. Là, c'est une équipe à Angers, si mes souvenirs sont bons, où ils analysent des interactions entre enseignantes de maternelle et élèves, et ils comparent ces interactions, par exemple, dans « Je lis une histoire à des enfants », avec des interactions que peut avoir une assistante maternelle dans la même tâche. Donc on analyse la différence qu'il y a entre raconter une histoire quand on est enseignante et raconter une histoire quand on est assistante maternelle. Elles ont des méthodologies qui sont assez rigoureuses, donc elles analysent segment de phrase par segment de phrase. Elles essaient de comprendre la nature des interactions et ensuite elles classent ces interactions de focalisation, de correction, de sollicitation, etc., la cible de ces sollicitations, etc. Le résultat que j'ai trouvé drôlement intéressant dans leurs travaux, c'est qu'elles disent si on regarde à un niveau superficiel, on a l'impression que la façon dont une enseignante de maternelle et la façon dont une assistante de maternelle raconte une histoire, ça se ressemble. C'est-à-dire que c'est une façon non simple de raconter, où il y a une attention sur certains aspects du langage qui sont présents dans les deux cas. Mais si on regarde en profondeur, et notamment quand on regarde le résultat global, on dit mais en fait, on voit une grosse différence. Et c'est marrant, parce que quand je donne aux étudiants, au début, ils ne le voient pas du tout, ils disent mais c'est la même chose. La grande différence, c'est qu'il y a une intention pédagogique d'un côté
qui est focalisée, qui est dirigée, tandis que dans l'autre, il y a une activité qui peut être riche, qui peut être intéressante, mais qui n'a pas cette direction pédagogique en disant aujourd'hui on lit une histoire et on va dans telle direction, et puis peut-être que dans un mois, je lirai une autre histoire avec une direction qui sera complètement différente. Donc la focalisation sur le fait que parfois on raconte des histoires pour raconter des histoires, et parfois on raconte des histoires parce qu'on a une intention dans le fait de raconter ces histoires, c'est une différence qu'on voit très très clairement quand on va fouiller et quand on va analyser finement ce qui se passe. Sinon, en superficie, on ne voit que des interactions simples. Mais ça fait quand même très peu de recherches. Et Pascal Garnier, dans un des articles les plus intéressants, me semble-t-il, montre aussi bien qu'une des difficultés des recherches sur l'école maternelle, c'est que les effets produits par la scolarisation à l'école maternelle sont bien plus que les apprentissages scolaires des élèves. Et donc, vous pouvez très bien mesurer les effets, je ne sais pas, d'une scolarisation en CM2 en disant quelles connaissances scolaires ont été apprises par cet élève de CM2, mais vous ne pouvez absolument pas vous contenter, ce que font souvent les chercheurs, d'analyser ce qui se passe en maternelle en regardant que, je ne sais pas, le niveau des élèves en CP une fois qu'ils sont sortis de la grande section. Donc, je crois, si on lit les programmes, que l'école maternelle, d'une part, elle a une forte composante adaptative, c'est-à-dire qu'on nous dit, un des rôles de l'école maternelle, c'est d'offrir à l'enfant un autre environnement, et cet environnement a comme caractéristique de devoir en partie s'adapter à l'enfant. Donc, on est bien dans les deux sens. C'est je t'offre un environnement riche, divers, machin, etc. Et en t'adaptant dans cet environnement, tu vas apprendre. Et en même temps, je vais m'adapter à toi. Mais l'école maternelle, si je reprends ma dualité connaissance adaptative, connaissance secondaire, elle est là aussi pour faire acquérir des connaissances et des compétences scolaires. Et maintenant, je vais essayer de discuter avec vous, savoir si ces connaissances qu'on peut apprendre par le jeu, est-ce qu'elles penchent plutôt du côté des connaissances primaires ou est-ce qu'elles penchent plutôt du côté des connaissances secondaires. Donc sur l'apprentissage par le jeu, il y a une littérature déjà fantastique juste sur la façon de classer les fonctions du jeu. Donc là, je vous ai mis juste un exemple. C'est pour vous dire, des exemples comme ça, il y en a 50. Là, on distingue 4 grandes fonctions du jeu, mais vous en avez, on en distingue 7, d'autres on en distingue 12, d'autres on en distingue 2. Il y a plein. Je ne sais pas pourquoi ça passionne à ce point-là les gens d'identifier les fonctions du jeu. Ce qui semble important, c'est que dans la plupart des classifications des buts du jeu, on distingue au moins et systématiquement jouer et s'amuser. Jouer, c'est quand on s'engage dans une activité qui a un but, qui a des règles, et où à la fin, la plupart du temps, il y a un gagnant et un perdant. Il y a un résultat, en tout cas, de ce jeu. S'amuser, c'est s'engager dans une activité qui peut être aussi plaisante que la première, mais dans s'amuser, il n'y a pas forcément un but dans l'activité, il n'y a pas forcément des règles dans l'activité, et il n'y a pas forcément un résultat de l'activité. Ça va là? Okay. C'est important parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit les mammifères sociaux passent leur temps à jouer, en fait, c'est la plupart du temps, ils passent du temps à s'amuser. Si je reprends cette distinction, et même chez les êtres humains,
chez les enfants, en cours de récréation, c'est très très intéressant de regarder. Parfois ils jouent, parfois ils s'amusent. Et parfois même, le même groupe, vous le voyez glisser d'une activité de jeu à une activité d'amusement. Ou parfois, ils en ont marre de s'amuser, mais le temps de se mettre d'accord sur à quoi ils jouent, la récré est finie. Vous savez, de ce point de vue-là, jouer au sens de s'amuser et, dans une moindre mesure, jouer au sens de jouer est sans aucun doute un moteur essentiel des apprentissages primaires. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les compétences sociales, la vie en groupe, la découverte de l'autre, la découverte de l'environnement, on a là un moteur de l'apprentissage qui est surpuissant. C'est difficile de trouver une activité qui produit autant d'apprentissage que celle-là, mais on est bien du côté des apprentissages primaires. Vous vous souvenez le tableau que je vous ai mis tout à l'heure. Et donc la grande question, c'est est-ce que on peut jouer pour apprendre des connaissances secondaires? Ça fait un siècle qu'on aimerait répondre à cette question et on ne sait pas super bien répondre à cette question. Je vous donne un exemple très célèbre. Une étude qui date de 1946. On donne à des joueurs d'échecs 2 secondes pour prendre connaissance d'une partie d'échecs qu'ils n'ont pas joué eux-mêmes. Au bout de 2 secondes, on jette les pièces sur le côté et ils doivent reconstituer la partie dans l'état où elle était. D'accord? Donc il y a 25 pièces sur l'échiquier, 2 secondes pour en prendre connaissance, et puis on repose les pièces là où elles étaient. Alors, le résultat qu'on a obtenu, donc c'est un certain De Groot en 1946 qui a obtenu ce résultat, qui est que les joueurs débutants, en moyenne, ils replacent 4 pièces, les bons joueurs 10 ou 11 pièces, les grands maîtres montent au maximum à 16 ou 17 pièces. Et ça, on était dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, un contexte de recherche en psychologie, où vous avez lu les auteurs de cette époque, il y avait les inéistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que ceci est bien la preuve que les gens qui ont une bonne mémoire deviennent bons aux échecs, et les constructivistes, vous avez entendu parler d'eux, ceci est bien la preuve qu'en jouant aux échecs, on développe une capacité de mémoire. Vous voyez le débat. Et puis quand Chase et Simon ont l'idée de dire on va mettre tout le monde d'accord, et ils ont répliqué l'expérience en présentant les 25 pièces sur l'échiquier, mais de façon aléatoire. OK? Elles sont posées juste sur 25 cases différentes. 2 secondes pour en prendre connaissance. Et voilà le résultat. Donc, bien entendu, et malheureusement, ce matin on a discuté avec les conseillers pédagogiques, malheureusement, en un siècle, la seule chose qu'on a réussi à montrer, c'est que jouer aux échecs, ça permet de jouer aux échecs. Ça permet de comprendre les parties d'échecs. Ça permet de mémoriser des parties d'échecs. Mais ça ne permet pas de développer une capacité. Et ça, c'est un gros problème du jeu comme moteur d'un apprentissage secondaire. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des grandes difficultés des apprentissages secondaires, c'est que souvent, ils sont spécifiques. Et donc, en réalisant un apprentissage c'est extrêmement profond, et les grands maîtres, on a estimé que la connaissance qu'ils ont des jeux d'échecs, c'est entre 200 000 et 300 000 connaissances qu'ils ont et qu'ils mobilisent quand ils jouent une partie. Ça peut être énorme, la quantité de connaissances, mais ce sont des connaissances spécifiques.
Et dès qu'on veut sortir de ces connaissances spécifiques et dire on va jouer aux échecs, non pas pour jouer aux échecs, mais on va jouer aux échecs pour apprendre quelque chose d'autre, ce qui nous arrangerait, nous, c'est une connaissance scolaire, ben là, tout d'un coup, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pris comme ça. Hein, c'est-à-dire, ça ne marche pas si on regarde que les joueurs d'échecs, qui, eux, ne sont pas là pour apprendre des connaissances scolaires. Eux, leur but, c'est de devenir bons aux échecs et de prendre du plaisir en jouant aux échecs. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand on conçoit un jeu pour réaliser des apprentissages de connaissances scolaires, on a une sorte de double cahier des charges, c'est qu'il faut que je conçoive mon activité de jeu, à quoi vont jouer mes élèves, mais en même temps, il faut que je conçoive ma progression, en disant, ce jeu-là, ça n'est qu'un moyen, comme résoudre un problème n'est qu'un moyen, comme interagir et négocier un but commun, ça n'est qu'un moyen, comme dessiner, je ne sais pas quoi, configuration, ça ne sont que des moyens au service d'un apprentissage pour lequel j'ai conçu la progression. Et c'est ça qui est si difficile dans l'utilisation des jeux pour apprendre des connaissances scolaires, c'est que je dois réussir ce double exploit de concevoir l'activité de jeu, concevoir ma progression pédagogique et concevoir l'activité de jeu au service de l'apprentissage de connaissances secondaires. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de réussir ces deux activités et surtout réussir que les étapes du jeu correspondent aux étapes de l'apprentissage. Et c'est pour ça, je crois, que c'est intéressant de distinguer le jeu comme moteur d'apprentissage primaire qui est super simple, super naturel, super efficace, mais qui ne vise que des connaissances primaires, et le jeu comme moteur d'apprentissage purement scolaire, où là, on a une activité qui est en fait le cœur de l'activité d'enseignement, qui est que quand je conçois une progression, je conçois d'abord ma progression, et ensuite, je me demande quelle activité, quelle tâche les élèves vont pouvoir mettre en œuvre pour réaliser cette progression. Et parfois, ce sera des problèmes, parfois, ce sera des jeux, parfois, ce sera des études de machin, parfois, ce sera des... Vous voyez ? Autrement dit, je crois qu'on peut complètement renverser l'économie du jeu quand on a le jeu comme moteur d'apprentissage adaptatif, compétences sociales, etc., et le jeu comme simple moyen, parmi d'autres, des apprentissages secondaires, mais simple moyen qui présente des avantages énormes, celui de mobiliser les élèves dans des activités qui peuvent les maintenir engagés pendant longtemps, qui peut les maintenir parfois plus engagés que d'autres activités moins proches des apprentissages primaires. Sinon, la littérature sur les jeux pédagogiques, elle produit des résultats qui sont non nuls. On peut obtenir des résultats intéressants, mais qui mettent surtout en exergue à quel point c'est difficile d'obtenir des résultats positifs, c'est-à-dire de réussir ce double exploit de concevoir une progression et de concevoir un jeu et réussir les deux en même temps. Là, c'est la littérature sur les jeux vidéo, hein, c'est les jeux vidéo qui sont utilisés à des fins d'apprentissage. Il y a des gens qui sont très bons en conception de jeux vidéo, il y a des gens qui sont très bons en conception de situations d'apprentissage et de progression, mais réunir tous ces gens et les faire travailler ensemble, être capable de les payer pour qu'ils développent un jeu qui soit à la fois une bonne progression et un bon jeu, malheureusement, c'est rarement le cas, sans doute tellement c'est exigeant en termes de compétences. Bon, je vous passe ça. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il me semble vraiment opérationnel directement de se dire que
l'école maternelle a une spécificité par rapport au reste de l'école élémentaire, c'est la reconnaissance explicite, presque militante dans les nouveaux programmes, de l'importance du développement des compétences primaires. On n'a pas évacué les compétences primaires, par exemple les compétences sociales, ces apprentissages implicites de l'école maternelle, alors qu'en grandissant en scolarité, plus on va monter, plus on va évacuer ça. Et on va donner à l'école comme unique objectif de développer des connaissances secondaires. Petit à petit, les connaissances primaires vont disparaître. Ce n'est pas le cas à l'école maternelle et les nouveaux programmes réaffirment ça de façon très, très explicite. On a même l'impression qu'il y a un bon équilibre entre les deux, hein, une reconnaissance des deux dimensions de l'école maternelle qui me semble intéressante et sans doute militante. Et la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que le fait que le jeu puisse être utilisé au service d'apprentissage primaire et au service d'apprentissage secondaire donne tout l'intérêt du jeu, mais attention, les conditions de réussite d'un jeu pour un but primaire adaptatif et les conditions de réussite d'un jeu pour des apprentissages scolaires me semblent, c'est le point de vue que j'ai voulu défendre, radicalement différentes et sans doute qu'on peut utiliser cette classification pour mieux penser, mieux concevoir les jeux pour apprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, sur le jeu d'échecs, l'idée que le jeu d'échecs développe des compétences en jeu d'échecs. Bon, par rapport à l'axe sur la mémorisation que vous avez montré. Or, il y a d'autres points qui sont développés, notamment au niveau des postures, c'est-à-dire mettre en attente, envisager plusieurs situations, revenir en arrière, changer de plan en cours de route, etc. Prendre plaisir à réfléchir. Bon, moi je pense, contrairement à vous, que ça va être utile dans d'autres situations de pouvoir développer ça. Et on a des familles, des cycles familiaux qui développent ça à la maison. Et je pense que l'école, peut-être, quand quelqu'un a dit là, de compenser, je crois qu'il y a un enjeu fort là-dessus. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que les études sur le jeu d'échecs sont complètes là-dessus? Ou est-ce que c'est juste l'angle de la mémorisation? Les études sur les apprentissages avec les jeux d'échecs, je peux parler fort. Ça fait un siècle. Hein. On a un siècle de recherche sur qu'est-ce qu'apprennent les joueurs d'échecs. Il y a des centaines et des centaines de publications, non, des milliers et des milliers de publications dans le monde qui s'intéressent à cette question. Mais la plupart du temps, elles s'intéressent à cette question en s'intéressant aux joueurs d'échecs. Et en s'intéressant aux joueurs d'échecs, je peux vous répondre tranquillement non. Les joueurs d'échecs qui jouent aux échecs pour jouer aux échecs, ils apprennent à jouer aux échecs, point barre. Mais ça, ce n'est pas la seule question. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut jouer aux échecs avec une autre intention que jouer aux échecs, et qui est, est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser le jeu d'échecs comme un prétexte, comme un moyen pour développer, par exemple, des stratégies d'élaboration de buts. En disant, par exemple, quand un but me saute à la figure, ce n'est pas forcément le meilleur. Des fois, il vaut mieux réfléchir, prendre le temps, et on voit qu'il y a un autre but qui est peut-être meilleur que celui qui me saute à la figure. Et les études de ce deuxième type, elles sont très rares, je peux vous le dire tranquillement, parce qu'il y a une thèse dans mon laboratoire en ce moment sur ce sujet-là. C'est très, très innovant. Voilà, c'est toute la recherche sur les apprentissages avec le jeu d'échecs au cours du XXe siècle, malheureusement, ont été, pour l'essentiel, des joueurs portés sur des joueurs d'échecs. Et je crois que la question que vous posez, elle est intéressante à partir du moment où on la reformule différemment
c'est le jeu d'échecs non pas comme un but, mais le jeu d'échecs comme un moyen. Et là, tous les espoirs sont permis parce que vu la somme qu'on a investie dans cette thèse, j'espère bien que ça va donner des résultats. Non, puis ce serait bien. En plus, en dehors de ça, ce que je trouve intéressant dans votre question aussi, c'est que je crois qu'on pourrait aussi glisser du côté de compétences méta, quoi. Ou amener pas tellement les gens à réfléchir, mais plutôt à réfléchir sur la façon dont ils réfléchissent. Si on pouvait aller vers là, ce serait quand même pas mal. Mais il n'y a rien. En fait. Honnêtement, c'est le tout début. Vous parlez de l'importance du jeu pour développer les compétences primaires à l'école maternelle qui est réaffirmée dans les nouveaux programmes. Et vous dites aussi que plus les enfants avancent en âge, moins ces compétences-là, en tout cas à l'école, moins il y a de jeux. Et donc moins ces compétences-là sont certainement développées. On évoquait avant les problèmes de violence à l'école, de harcèlement, de bienveillance. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en remettant du jeu dans les classes plus grandes, à l'école primaire ou au collège, ça pourrait avoir une incidence justement sur ce climat scolaire? Oui, alors mais je le formulerai à l'envers. C'est-à-dire c'est si on se donnait comme objectif dans les programmes de cycle 3 et de cycle 4, je suis tranquille parce que dans les programmes de cycle 2, je sais qu'ils y sont, mais après, si on disait les compétences sociales qui permettent à des humains de vivre en groupe sont pas la cerise qu'on met sur le gâteau, mais au cœur des compétences à développer. Notamment, moi, j'ai une marotte, c'est l'apprentissage de la liberté, qui est qu'apprendre à être un humain libre au sein d'un groupe dans lequel il y a d'autres humains, c'est-à-dire apprendre la réciprocité et tout ce machin-là, quand on arrive à le trouver dans les programmes, c'est toujours au fin fond d'une discipline qui ne compte pas, qui n'est pas au brevet, et on va y consacrer 1 heure par semaine pendant un mois et pendant les 4 années de collège. C'est ça qui est effectivement un peu perturbant, c'est que ces compétences-là sont abordées de façon extrêmement indirecte et extrêmement savante. Parce qu'en gros, il faut, quand on est grand, il faut comprendre que quand on étudie l'histoire de la France et quand on étudie l'avènement de la démocratie, quand on étudie la Révolution française et tout ça, en fait, tout ça, c'est pas pour apprendre des connaissances et réussir un examen d'histoire, c'est parce que ces apprentissages dans cette discipline, c'est en fait apprendre ce que c'est qu'être un citoyen, apprendre ce que c'est qu'être en groupe, mais c'est tellement indirect que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Il se trouve que j'ai beaucoup de copains qui sont profs d'histoire en lycée, et quand on les interroge sérieusement, les yeux dans les yeux, ils vous disent quand même que le principal but de l'histoire, c'est d'avoir une bonne note au bac. Et donc justement, est-ce qu'il ne faudrait pas redévelopper ce travail sur les relations sociales au collège? Mais pour une raison simple, c'est-à-dire que les compétences sociales, elles sont primaires. C'est-à-dire que j'apprends à grandir en groupe en fonction de ce groupe. Mais si dans mon groupe, ce qui se passe, c'est que c'est les plus forts qui tapent sur les plus faibles et les plus forts qui ont plus de droits que les plus faibles, si dans mon groupe c'est ça, si c'est ça que je vis au quotidien, c'est ça que je vais apprendre. Et apprendre à vivre en groupe sur des principes de liberté et d'égalité et de fraternité, je peux vous dire que c'est tout sauf naturel. C'est complètement artificiel, c'est extrêmement secondaire comme connaissance, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous imaginez un peu les milliers et les milliers d'années pendant lesquelles l'espèce humaine a évolué sans l'idée de liberté, sans l'idée d'égalité, encore moins, et je ne vous parle pas de l'idée de fraternité. Donc c'est tout sauf des idées naturelles. C'est des idées extrêmement récentes,
Et comment peut-on imaginer, et par quel miracle, que le simple fait de grandir dans un pays où les gens passent plus de temps à jouer à la PlayStation qu'à se cultiver, ils peuvent apprendre ça. Enfin, voilà, là c'est... Oui, bien sûr. Je suis prête à courir pour une autre question. Oui, vous parlez des types des jeux à l'école maternelle. Moi, j'aurais aimé que vous précisiez, parce que des jeux à l'école maternelle, il y en a beaucoup, et pour des fonctions différentes, et pour des apprentissages différents. Il me semble intéressant de faire la différence entre des jeux de construction, pourquoi, des jeux de société, pourquoi, et des jeux pour acquérir, pour construire des connaissances. Et je ne sais pas si c'est tout le temps si clair que ça. Ouais. Et je rajouterais les jeux pour faire semblant. Oui, et les jeux pour faire semblant, bien sûr. Qui ont une autre fonction essentielle. Oui, bien sûr. Ce n'était pas l'objet de la conf, mais je souscris totalement. De la même façon que, comme enseignant, on a petit à petit réussi à catégoriser les tâches. Quand je fais un problème, ce n'est pas pareil que quand je fais un exercice. Et donc, quand je leur fais un problème, c'est bien parce que j'ai telle intention, ça se prête bien à telle réalisation. Et quand je fais un exercice, c'est bien une autre fonction que je vise. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je vais peut-être vous paraître un peu simpliste, mais je n'ai pas très bien compris les apprentissages primaires et les apprentissages secondaires. J'aurais besoin que vous, voilà, si vous pouviez reprendre un petit peu, merci. Ouais, c'est normal, c'est parce que j'ai zappé la diapo où j'expliquais, en fait. C'était pour voir si on avait suivi. Donc en gros, l'hypothèse, en fait, ça n'est qu'une théorie, hein, je veux dire, c'est peut-être complètement pourri, hein, mais la théorie évolutionniste, elle distingue les connaissances primaires, celles qui sont utilisées par Homo sapiens depuis les débuts d'Homo sapiens. Okay, je vais donner des exemples, la reconnaissance des visages, le langage oral, et puis je vous ai fait un tableau complet ici, d'accord ? Donc voilà tout ce qu'on est capable d'apprendre de façon primaire. Voilà toutes les connaissances qu'Homo sapiens apprend depuis les débuts d'Homo sapiens. Une autre façon très simple, c'est de dire les connaissances primaires, ce sont ce que les enfants des sociétés sans école apprennent aussi bien que les enfants des sociétés avec école. Ça va ? Bon. Les connaissances secondaires, ce sont des connaissances apparues récemment dans l'évolution de l'espèce humaine. J'ai mis le langage écrit, les mathématiques, voilà, des connaissances apparues en gros 4000 ans pour l'écriture, 6000 ans pour le début des mathématiques. Donc apparues très récemment dans l'évolution. Mais vous pouvez rentrer la PlayStation aussi si vous voulez. Enfin, vous pouvez rentrer Wikipédia, voilà, des connaissances apparues récemment. Ce qui me semble intéressant dans cette distinction, c'est qu'on se rend compte que les contraintes qui pèsent sur les apprentissages primaires et les contraintes qui pèsent sur les apprentissages secondaires sont différentes. Par exemple, l'attention, le fait de faire attention à ce qu'on apprend joue un rôle absolument central dans les apprentissages secondaires, joue un rôle, mais pas toujours aussi important, dans les apprentissages implicites. Les processus d'apprentissage sont inconscients, sans effort et rapides du côté primaire, alors qu'ils sont conscients, ils sont délibérés, ils nécessitent des efforts du côté secondaire. Les moteurs, je vous en ai parlé, l'interaction sociale, l'exploration de l'environnement et le jeu, alors que de l'autre côté, on a souvent besoin d'un enseignant pour apprendre des connaissances, ou d'être porté par une passion. Si ma passion, c'est le jeu d'échecs, je peux faire beaucoup de progrès et d'apprentissage par moi-même, mais ça me coûte 3 ou 4 heures par jour. Sinon, je resterai nul au jeu d'échecs. Okay ? Donc, il n'y a pas que les enseignants. Il y a aussi l'autodidaxie, mais qui est portée par une motivation, un intérêt énorme. Du coup, on n'a pas besoin d'être motivé pour acquérir des connaissances primaires,
votre langue maternelle, vous l'avez apprise, un point c'est tout, sans vous demander est-ce que j'en ai réellement besoin, mais ça m'intéresse vraiment d'apprendre. Non, vous apprenez, puis c'est tout. Alors que, je ne sais pas pourquoi, je trimballe cette faute d'orthographe depuis le... Je ne sais pas pourquoi j'ai foutu un S à motivation. Les connaissances secondaires, dont fait partie l'orthographe, c'est des connaissances pour lesquelles on a besoin d'être motivé et parfois même on a besoin du soutien d'une motivation extrinsèque. On a besoin d'être soutenu parce que notre motivation peut avoir des défaillances. Et c'est un des rôles des enseignants aussi, de soutenir la motivation parfois défaillante, par exemple pour l'orthographe, chez certains élèves. Et enfin, le dernier point, on n'est pas très sûr, hein, on a sorti le papier récemment, c'est qu'il semble que globalement la généralisation fonctionne bien du côté, et le transfert fonctionne bien du côté des connaissances primaires. Elle a tendance à fonctionner plus difficilement, à nécessiter un accompagnement par un enseignant, par exemple, du côté des connaissances secondaires. C'est plus clair maintenant ? C'est mieux hein, avec l'explication que sans l'explication. C'est à ça que servent les enseignants, peut-être. Vous avez dit tout à l'heure, finalement, le jeu peut mobiliser les élèves, les maintenir engagés, d'accord, mais il est très difficile d'aller sur des apprentissages secondaires. C'est à peu près ça que j'ai. Ceci dit, l'école, on se doit, c'est comme le langage oral. À un moment, ça ne suffit pas, le bon langage à la maison, ça doit s'apprendre à l'école. Donc, quels sont... Pour glisser d'un jeu qui va jouer sur la mobilisation, etc., à un jeu où vraiment on va prendre des choses secondaires, quels sont les incontournables qu'il faudrait mettre derrière quand on le propose ? Les incontournables, me semble-t-il, je ne suis pas du tout sûr de moi, mais je travaille là-dedans depuis une dizaine d'années, c'est l'idée que, en fait, pour qu'un jeu soutienne des apprentissages secondaires, il faut réussir cette double conception qui est de concevoir le jeu et concevoir la progression, le scénario pédagogique. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que le jeu en lui-même n'est pas un moteur d'apprentissage. Le jeu des échecs en lui-même n'est pas un moteur. Mais par contre, si je conçois une progression, si je reprends l'exemple du collègue de tout à l'heure en disant « mon objectif, c'est de faire en sorte que les élèves acquièrent cette connaissance qui est parfois les buts trop immédiats ne sont pas les bons, il vaut mieux surseoir et chercher des buts à long terme qui peuvent être au bout du compte meilleurs. Si c'est ça mon objectif d'apprentissage, je vais concevoir ma progression avec sans doute de la prise de conscience, puis des explications, puis des activités, etc. J'ai ma progression et j'ai mon jeu des échecs. Et là, ma question, c'est à quel moment je vais leur faire quoi avec le jeu des échecs au service de ma progression. Mais j'ai construit ma progression. Vous voyez ? Et donc, parce que sinon, c'est vraiment, à mon avis, c'est le raisonnement à l'envers. Si je me dis, j'ai un truc, un jeu, mais c'est un peu comme si en maths, on se disait, ah ben tiens, j'ai un problème de maths, il a l'air sympa, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre avec ? Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne toujours, j'ai ma progression, une fois qu'elle est construite, je me dis, ah ben tiens, à tel moment, j'aurais bien besoin de tel problème. Vous voyez l'idée ? Bon, en gros, c'est faire ce que vous savez déjà faire. Donc ma conférence a servi à rien. C'est heureusement que je suis bien payé quand même pour faire ça. Alors, à regarder le tableau que j'ai sous les yeux, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les choses sont aussi simples ? C'est-à-dire que on sait très bien que les enfants arrivent à l'école avec des connaissances différentes les uns des autres. Moi, la question que je me pose, évidemment, c'est comment je travaille en tenant compte de ces inégalités, en gros. Donc, si je regarde les connaissances primaires, on pourrait penser que tous les enfants arrivent à l'école avec ce qui a été acquis de manière inconsciente. Donc, ils ont bénéficié tous du même environnement. Et non. D'accord. Et il y a aussi l'autre versant, c'est-à-dire les connaissances secondaires, celles qu'on va favoriser et travailler à l'école. On sait très bien que certaines familles les travaillent aussi à la maison. Consciemment ou inconsciemment, à la limite, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je fais, moi,
face à 25 ou plutôt 30 élèves le plus souvent, au passage, comment je fais pour tenir compte de ceci, travailler évidemment pour apporter le plus possible à chaque élève et tenir compte de ses apports, de ses connaissances secondaires qui ne sont pas uniquement inhérentes à l'école. Oui. Merci pour cette question. Effectivement, si je reprends le premier exemple, le langage écrit, par exemple, chez beaucoup d'élèves, la conscience phonologique, c'est primaire. Et chez certains élèves, non. Chez certains élèves, c'est une connaissance primaire déjà très développée en moyenne section de maternelle, ou en tout cas en grande section. Chez certains élèves, on arrive à la fin du CP, et cette connaissance primaire, elle est encore très peu développée. Chez certains élèves, on a même besoin de secondariser la conscience phonologique, parce qu'en mode primaire, ça ne marchera pas. Donc, il y a bien entendu les contextes dans lesquels grandissent chaque enfant qui sont tous différents. Il n'y en a aucun qui ressemble à un autre, notamment les contextes linguistiques. Et puis après, il y a des différences entre individus qui font que ces connaissances primaires-là, on ne les apprend pas tous à la même vitesse. Pas tous. Et donc, l'idée, c'est bien que l'apprentissage de la lecture, elle est fondée, elle s'appuie sur des connaissances qui, chez certains élèves, sont primaires et bien acquises, d'autres primaires et en cours d'acquisition, et d'autres, ça ne marche même pas en mode primaire, il va falloir passer en mode secondaire. Vous voyez? Et on est en train, là, demain, on soutient une thèse où on s'est posé le même genre de questions, mais sur la numération. Vous savez que sur la numération, pareil, il y a une base primaire dans l'estimation de quantité qui fait qu'on est capable d'estimer sans savoir compter, là il y en a plus, là il y en a moins, et comment ces différences inouïes qu'il y a entre les enfants sur ces connaissances primaires constituent les bases ensuite des apprentissages secondaires. Et ce tableau-là, on pourrait juste l'utiliser pour attirer votre attention sur le fait que si votre métier, c'est d'enseigner des connaissances secondaires, pas des connaissances primaires, vous savez mieux que moi à quel point les connaissances primaires sont souvent les bases, les fondations des apprentissages, et à quel point les différences entre élèves, que ce soit de l'origine sociale, que ce soit de contexte linguistique ou différents niveaux, à quel point elles sont importantes. Et là-dessus, je crois que nous, chercheurs, on n'en est qu'au début, d'essayer d'identifier des pistes optimales de prise en compte des différences entre les enfants dans l'acquisition de ces connaissances primaires. Donc si jamais ce que je dis là n'est pas complètement débile, je crois que c'est assez intéressant. Alors on est au tout début peut-être de pistes de prise en compte de l'hétérogénéité, peut-être plus efficaces, peut-être intéressantes pour ces premiers apprentissages. C'est les apprentissages cycle 1, cycle 2. Mais là, on se revoit dans 20 ou 30 ans, là, pas avant. On ira se voir à la maison de retraite. Oui, j'avais compris dans un premier temps que tu établissais une rupture entre le jeu et l'apprentissage. Non. Et je voulais te demander justement, peut-être à propos, par rapport aux objectifs de l'école maternelle, comment tu expliques la relation entre le dessin, qu'on peut considérer comme l'équivalent du jeu, c'est une compétence primaire, les dessins sur les parois des grottes, paraît-il, et puis ce qui est un apprentissage secondaire, l'écriture. L'écriture, ouais. Même graphomotrice. Ouais. Et là aussi, merci pour ta question, parce qu'il y a une autre chose, et je croyais que c'était là-dessus que vous alliez venir, qui est beaucoup trop simple dans ce tableau, c'est qu'il vous met d'un côté les connaissances qu'on a en gros depuis au moins 100 000 ans,
et de l'autre côté, les connaissances qui ont moins de 10 000 ans. Comme si c'était rien passé entre les deux. Et là, la question de Jean-Noël, elle est super importante. C'est qu'effectivement, parmi les connaissances qui sont apparues entre moins 100 000 et moins 10 000, il y a le dessin, il y a la musique, pour donner ces deux exemples, qui sont des connaissances bien plus anciennes que le langage écrit, bien plus anciennes que les mathématiques, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus récentes que le langage oral. Et donc là, on a, me semble-t-il, une autre grande lacune de ce tableau, c'est d'identifier toutes ces connaissances-là, parce que quand un enfant dessine, il est la plupart du temps dans une activité délibérée, il peut penser à ce qu'il fait, il peut assez vite planifier ce qu'il fait, donc on est vraiment dans des activités dans lesquelles la part consciente, la part délibérée est importante, ce qui n'est absolument pas le cas dans le langage oral, et ce qui est, je suis complètement d'accord avec toi, bien avant et sans doute un intermédiaire vers l'apprentissage du graphisme, dans le sens apprendre à écrire. Donc oui, c'est une autre lacune importante de ce tableau. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on est dans le domaine de la numération. On essaye de trouver, dans les travaux des archéologues, des formes pré-numériques de la connaissance. Et on essaye de voir si ces formes pré-numériques, par exemple le groupement d'objets identiques, sont de bons intermédiaires chez les enfants. Vous voyez, un enfant qui ne sait pas encore bien compter, mais qui a dépassé juste la comparaison de grandeur du type, je sais comparer 2 et 3 et 3 et 4, et pas plus, si ces formes-là ne permettent pas, ce que disait Jean-Noël, des formes transitoires de connaissances. On est là-dessus en ce moment. Pardon. Non, parce que je vous entends parler de musique et de dessin. Je me demande si les connaissances primaires des enfants sont plus ou moins en relation avec la société dans laquelle ils naissent. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ce qui est primaire, c'est juste notre capacité à apprendre des connaissances primaires. Et après, ce qu'on va apprendre est strictement particulier au contexte dans lequel on va grandir. Donc, pour moi, le français, c'est ma langue maternelle à l'oral. L'anglais, c'est une connaissance primaire pour les enfants qui naissent en Angleterre, mais pour moi, l'anglais, c'est pas primaire. OK ? De la même façon, puisque je forme des profs de musique au conservatoire, et c'était le thème du cours d'hier ou d'avant-hier, on a réfléchi là-dessus, qui est de dire, il y a des formes, notamment rythmiques, qui sont totalement primaires pour nous qui avons grandi dans ce contexte, et qui sont complètement secondaires pour des personnes nées dans d'autres contextes. Autrement dit, ce qui est primaire, c'est juste la capacité à s'adapter à des régularités culturelles présentes dans mon environnement. Mais après, chaque apprentissage est particulier. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une opposition nature et culture. Hein. Tout ça, c'est culturel. J'aurais une question par rapport aux tablettes numériques, par exemple. Pour les enfants, ça semble tout à fait intuitif. On a l'impression qu'il n'y a pas d'apprentissage, alors que pour nous, c'est une connaissance secondaire. Mais c'est quand même un apprentissage récent. Donc, où est-ce que vous est-ce qu'on peut le classer dans ce tableau ? C'était un peu le thème de la conférence de ce matin. Non, mais c'est pour dire que c'est une question extrêmement intéressante, puisque j'y consacre mes recherches depuis une vingtaine d'années. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez nouveau, qui est la capacité des enfants et des adolescents à utiliser quotidiennement des objets qui ne faisaient pas partie de leur environnement il y a simplement 10 ans, qui ont été inventés, qui sont apparus dans l'espèce humaine très récemment. Mais les recherches qu'on conduit dans le domaine montrent que
ce n'est pas parce qu'un enfant sait utiliser une tablette ou un lecteur MP3 ou n'importe quel objet qu'il va savoir réaliser la tâche scolaire que nous allons lui demander de réaliser avec cet outil. Par exemple, on a fait, la première manip qu'on a faite là-dedans, c'était à Bordeaux, sur l'utilisation de lecteurs MP3 en classe de langue, et on montre très bien que des adolescents, donc qui sont scolarisés en seconde, qui utilisent tous les jours leur lecteur MP3 pour écouter de la musique, qui ont une approche très intuitive de l'utilisation de lecteur MP3, c'est-à-dire qu'ils savent tout de suite faire stop, aller en avant, revenir en arrière, effacer un morceau de musique, enregistrer un morceau de musique. Ça, ils savent très très bien le faire, mais toutes ces compétences-là acquises avec écouter de la musique sur un lecteur MP3 leur servent à peu près à rien pour une tâche qui est écouter un document sonore en allemand pour comprendre de l'allemand. Et ce n'est pas une question de motivation, contrairement à ce que j'entends. Nos expériences montrent que pour 80% des élèves, c'est une utilisation bénéfique, hein, c'est-à-dire par rapport à l'expérience contrôle, où c'est nous qui décidons à quel moment il y a des pauses dans le lecteur MP3. Quand ils sont en écoute auto-dirigée, auto-décidée, ils sont plus performants. Et les 20% des élèves qui ne profitent pas du lecteur MP3, c'est-à-dire qu'ils sont moins bons en condition lecteur MP3 qu'en condition écoute imposée, ce sont les élèves les moins bons en allemand. Et quand on analyse leur stratégie d'écoute, on fait des études, c'est un peu comme les études en mouvement oculaire, hein, c'est-à-dire on analyse seconde par seconde ce qu'ils font sur le lecteur MP3, on se rend compte que les élèves les plus faibles en allemand sont les élèves qui font 0 pause, 0 retour en arrière. Ils écoutent la plupart du temps en continu la bande parce que, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on a, ils sont en quelque sorte en double tâche. Ils doivent comprendre une langue dans laquelle ils ont très peu de connaissances et en plus décider de quand est-ce qu'ils font pause, quand est-ce qu'ils font revenir en arrière, etc. Et ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est une expérience qu'on a répliquée plusieurs fois. C'est un résultat très très stable. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit un chapitre récemment, mais d'ailleurs c'est un collègue de Bordeaux qui l'a édité aussi. On a dit le slogan qu'on a trouvé, enfin en tout cas le titre de l'article, c'est le numérique en classe, émancipation ou double peine. Et le même outil avec la même tâche pour le même apprentissage peut être une émancipation pour certains élèves et une double peine pour d'autres. Et ça, ce n'est pas tellement lié à l'effet digital native, ils sont familiers ou pas de l'outil, c'est lié à leur niveau dans la discipline. Ça va? Et on est en train de faire les mêmes études avec les iPads et tous les trucs. Alors, je voudrais venir sur le lien entre le jeu et le langage oral. En ce moment, on est beaucoup dans l'explicitation, un enseignement explicite. Et est-ce qu'il y a des recherches sur la capacité des élèves, enfin, est-ce que tous les élèves sont capables d'expliciter des procédures et des stratégies? On sait bien que non. Quels sont aussi les effets de l'explicitation par le maître à des élèves de cycle 1? Donc, au moment où vous avez dit... faire quand on est dans l'activité, hein, et ensuite on va vers comprendre ce que l'on fait, ou comprendre et faire, etc. Quel est ce lien entre le jeu et le langage qui vise une explicitation de procédure ou de stratégie? Alors ça, c'est une question difficile. Moi, en première approche, j'ai essayé de proposer ça au Conseil supérieur des programmes. Ils n'ont pas accepté, mais qui est de dire parler d'enseignement explicite, c'est une tautologie. À partir du moment où on est enseignant, on est explicite. Et sinon, on est juste un environnement. Enfin, je veux dire, Donc pour moi, c'est une tautologie. Ça n'a aucun sens de parler d'enseignement explicite. À partir du moment où on enseigne, il y a une part de notre activité qui consiste bien à expliciter des choses.
Je ne sais pas pourquoi cette position n'a pas été acceptée. Elle est loin d'être majoritaire, sans doute à cause de tous les conflits qu'il y a là-dessus. Ça, c'est la réponse en première instance. La réponse en deuxième instance, c'est que dans le domaine de l'oral, on est en train de réfléchir là-dessus, je crois très intéressant de distinguer l'oral primaire et l'oral secondaire. C'est-à-dire qu'il y a des formes de l'oral qui sont l'oral du quotidien, l'oral que j'utilise pour communiquer avec mes pairs, ma famille, etc., et qui est un oral totalement primaire et dans lequel je ne vois pas à quoi pourrait servir l'explicitation. C'est juste un oral qu'on pratique, et après on peut bien entendu enrichir l'environnement. Mais cet environnement, il se prêtera tout à fait, ou diversifier l'environnement, mais il se prêtera tout à fait à un apprentissage par adaptation, ce qui est très différent, me semble-t-il, des formes secondaires de l'oral. Par exemple, la poésie est une forme secondaire de l'oral. Le théâtre est une forme secondaire de l'oral. Parler d'une expérience scientifique qu'on vient de réaliser est une forme secondaire de l'oral. Okay, c'est-à-dire des formes d'expression orale qui obéissent à des règles qui sont apparues très récemment dans notre espèce. Autrement dit, l'oral a des formes extrêmement codifiées qui n'ont absolument rien d'implicite, qu'on sait dater dans l'histoire. Et là, j'ai du mal à imaginer... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Noël, mais moi, quand j'étais étudiant en DEA, j'ai fait partie de l'époque où on apprenait à écrire un article scientifique sans qu'on nous explique comment il fallait faire. Donc, on apprenait un article, puis on écrivait une grosse merde, et puis on se disait « Ah, il est nul ton article », et puis au bout de 8 articles, on en avait un. Donc, c'est juste, autrement dit, le rôle de mon directeur de thèse, ça n'a jamais été de m'apprendre à écrire des articles. Et tu finiras bien par le découvrir par toi-même. Et total, on avait des débuts de carrière bien poussifs et bien difficiles, parce qu'on ne savait pas écrire un article scientifique. Aujourd'hui, les thésards qu'on forme, on leur apprend à écrire des articles scientifiques de façon explicite. À quoi ça sert de se planter? Vous voyez? À quoi ça sert d'écrire 7 ou 8 articles nuls avant d'en écrire un bon? S'il y a quelqu'un qui peut m'enseigner l'écriture d'un article scientifique, ben, qui me l'enseigne. Vous voyez? C'est pour ça, ce truc de découvre par toi-même, transpire beaucoup, tu verras, ça te fera du bien. Après, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de dire, s'il s'agit de découvrir par moi-même le truc qui est juste dans ma zone, là, etc., tout va très bien. Mais vous imaginez bien, un élève qui fait son DEA par rapport à produire un article scientifique, le gap est tellement important que si je dois le franchir tout seul, mais ça me fait juste perdre du temps. Et là, je crois que sur l'oral, je parle de l'oral secondaire, on pourrait réfléchir comme ça. Il y a des formes qui sont très très proches, et d'autres qui sont tellement loin que... Oui, ce que vous venez de dire, je reviens à la bienveillance à l'école, en fait. Parce que être explicite, c'est être bienveillant, je crois. On parlait de l'évaluation qui donne à voir... on a été élevé là-dedans, dans cette évaluation qui donne à voir les manques plutôt que les progrès. Et ce que vous dites me fait penser à ça, parce qu'effectivement, moi, j'ai jamais appris à faire une dissertation. On nous apprenait pas ça, on arrivait en troisième, on arrivait en seconde et tout d'un coup il fallait faire des dissertations. Et on est quand même, je trouve en France, dans cette culture de il faut savoir avant d'avoir appris, qui fonctionne avec la recherche de l'excellence. Ouais, et donc une évaluation normative. Ce que vous dites est super important dans la noblesse d'État de Bourdieu. Et il montre très bien qu'il y a une connaissance implicite qu'on apprend dans certaines familles, qui est, en gros, la transpiration, il ne faut pas que ça se voit. Et il explique très bien, si vous regardez la façon dont les copies d'agrègues sont corrigées, en philo, un critère essentiel, c'est, ou en lettres, il ne faut pas avoir la transpiration, il ne faut pas avoir la sueur, il ne faut pas avoir l'effort. Mais ça, personne ne vous l'apprend, sauf si vous avez grandi dans une famille où ça fait partie
des connaissances de la famille, que la transpiration, il ne faut pas l'avoir. Et Bourdieu explique comme ça la réussite aux épreuves d'agrégation en disant il y a des gens, ça, ils l'ont appris par le simple fait de grandir, et d'autres, ils ne l'ont pas appris parce que personne ne leur a jamais expliqué. Et le truc de dire, mais bon sang, si un des critères pour réussir une copie d'agrég, c'est de cacher la transpiration, ben dites-nous-le, et puis on va apprendre à le faire. C'est un peu ça. Et effectivement, ça permet de reboucler avec la question que vous avez posée tout à l'heure, qui est que selon le contexte dans lequel on grandit, les connaissances primaires qu'on va apprendre vont être extrêmement différentes, et ces grandes différences dans les connaissances primaires peuvent être prédictrices de certaines facilités ou de certaines difficultés. Merci pour cette remarque. Et c'est le rôle, enfin, ça me renvoie après au rôle de l'enseignant et tout le soin que l'enseignant doit prendre. Et on revient encore à la bienveillance parce qu'on revient à l'observation, tout le soin que l'enseignant doit prendre pour observer les enfants in situ, pour voir comment ils s'y prennent, pour apprendre, pour voir comment ils s'y prennent pour faire, pour tenter de comprendre leur cheminement. Je dis tenter, parce que on ne le comprend pas toujours, il faut rester humble aussi, on n'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, avoir cette intention. Et je trouve que tout ça, enfin tout ce qu'on dit depuis le début, que ce soit Madame Leloup, que ce soit vous, Monsieur Tricot, les questions aussi qui sont posées, eh bien, finalement, sont bien toujours dans cette idée d'une école qui se doit d'être douce. Tout ça, c'est être doux avec nos élèves et croire en leur capacité de progrès et faire tout ce qu'on peut pour leur permettre de progresser. Alors moi, j'ai juste une petite question, parce que je suis bavarde, quand on me donne le micro, elle le sait, Nadine. J'ai juste une petite question. On voit actuellement beaucoup refleurir des jeux issus des pédagogies actives. Et tout le monde rit parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. Non, justement, et vous savez, enfin, moi j'ai un petit peu l'impression qu'on est toujours dans le what works. On recherche cette espèce de médicament miracle qui ferait que tout d'un coup, les enfants, ils vont tout apprendre, ça va être merveilleux, il n'y aura plus de soucis. C'est le remède à tout. Et donc je m'interroge sur ces jeux qui sont censés développer de nombreuses compétences chez les enfants. Vous voyez de quoi je veux parler ou est-ce qu'il faut que je prononce le mot? Non, je parlais... Non, mais en même temps, vous savez, nombre d'entre vous connaissent ma position là-dessus. Je parlais de ces ateliers appelés ateliers Montessori, qui sont maintenant la nouvelle mode. Alors j'ai pour coutume de rappeler quand même à ceux qui ne le sauraient pas encore que Montessori ne fait plus partie de notre siècle, qu'elle est décédée depuis un moment. Cela dit, elle est toujours dans nos écoles maternelles puisque grâce à elle, on a un mobilier adapté. Mais je dis ça simplement pour dire que c'est pas la dernière pédagogue à la mode, elle n'est pas née récemment. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est pas une question piège. Non, ce que je crois qu'on a compris récemment, c'est le côté spécifique des connaissances secondaires. Autrement dit, si je me dis on va à l'école pour apprendre à penser, ou on va à l'école pour apprendre à réfléchir, ou on va à l'école pour apprendre à raisonner, ce sont des objectifs qu'on peut assigner à l'école dans le sens... L'objectif qu'on commence en petite section de maternelle et qu'on va continuer de travailler en terminale et après. Ce ne sont pas des objectifs d'apprentissage au sens de on apprend l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Où là, on est capable de définir un avant, je ne savais pas, maintenant je sais, et puis maintenant je maîtrise et je peux mettre en œuvre. Et cette distinction-là, elle est super importante. Et dans la rédaction des programmes, là-dessus, et mea culpa, et je me mets dans le lot, parfois, on n'est pas super clair là-dessus. En tout cas, ce qu'on a essayé dans le dernier programme, c'est de dire ces intentions générales, elles sont rédigées au début, dans le volet 1, et après, elles sont rédigées ensuite, les autres. Mais ça, c'est super compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que si on dit
l'objectif c'est d'apprendre à raisonner ou l'objectif c'est d'apprendre à penser, on ne sait pas, on ne connaît pas d'outils, ni de méthode, ni de démarche pour dire un élève qui aujourd'hui ne sait pas penser, demain, grâce à ça, il saura penser. Un qui ne sait pas raisonner, voilà. C'est juste des objectifs tellement, tellement généraux qu'on ne sait pas les aborder comme ça. Et les objectifs qu'on sait aborder, ils sont spécifiques et extrêmement difficiles à généraliser. On a écrit un article avec John Sweller là-dessus, qui est paru en anglais en 2014, et on l'a écrit en français. Il va paraître dans la revue Éducation et didactique dans le prochain numéro. On a appelé l'article en français, il s'appelle la cécité aux connaissances spécifiques, qui est que si on se focalise à l'école sur des objectifs extrêmement généraux du genre apprendre à penser, apprendre à raisonner, qui sont des objectifs qui vont à toute la scolarité, on passe à côté de ce qu'on enseigne vraiment à l'école, à savoir des connaissances spécifiques. Et par ailleurs, bon, John Sweller, il défend ce point de vue qui est un peu extrême et je ne suis pas sûr que je l'adopterai. Il dit même, on n'apprend pas à résoudre des problèmes. Il descend même à ce niveau-là. Il dit, les problèmes, ça dépend de quel problème vous me parlez. S'il s'agit de résoudre un problème dans lequel il y a une équation du second degré, ça oui, on peut apprendre à résoudre une équation du second degré. Mais résoudre des problèmes, pour lui, c'est primaire. Si résoudre un problème, c'est j'ai un but, je ne sais pas comment l'atteindre, je vais réfléchir, je vais tâtonner et je vais finir par y arriver en mobilisant mes connaissances, ça c'est primaire. Hein. Les sociétés sans école, ils résolvent des problèmes. Ou une autre façon de dire, c'est je peux être très bon mathématicien et avoir de grands problèmes pour résoudre mes problèmes de couple. Ce qui ne va pas quelque part. Vous voyez, si ma capacité générale, c'est à résoudre des problèmes, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, l'idée c'est que, donc Sweller, il serait là, on dit, les choses différentes, définies à ce niveau-là, résoudre des problèmes, raisonner machin, c'est là-bas. Si on veut parler sérieusement, parlons de résoudre une équation de second degré, résoudre un problème qui implique le théorème de Pythagore. Et ça, on peut le mettre là. Vous voyez sa position ? Intuitivement, elle me choque. Je me dis, il doit y avoir un truc qui ne va pas, elle est trop brutale. Mais c'est vrai que j'ai du mal à concrètement la remettre en cause. Tout ça à cause grâce aux enfants des sociétés sans école. Voilà, quand ils ont des problèmes, ils résolvent les problèmes. Est-ce qu'il y a une dernière question vraiment indispensable pour que vous ne partiez pas frustrés? Sinon, nous allons clore cette petite partie de l'après-midi, cette deuxième partie de l'après-midi, avant de passer à la table ronde. Mais on va vous donner quelques minutes peut-être de pause. Mais remercier évidemment André Tricot, très chaleureusement.